Merci beaucoup. Bonjour à tous, nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir pour cette matinée d'échange et de réflexion sur la société à mission outils de réduction du risque juridique. C'est un événement qui est organisé en partenariat par le think tank Le Club des juristes et le cabinet La Tournerie Wolfram. Nous allons essayer de faire un point d'étape, poser un regard quelques années après l'adoption de la loi Pacte qui a introduit en droit français la société à mission, venir poser un regard qui sera à la fois un regard universitaire par Pauline Abadi qui est maître de conférence à l'université Paris-Saclay, mais aussi un regard très pratique avec l'intervention d'Hervé qui est associé au cabinet La Tournerie Wolfram. Et puis nous avons la chance d'avoir parmi nous des personnes qui ont mis en œuvre, qui ont inscrit dans le réel la société à mission. Donc Cédric Malingro, vous êtes directeur du secrétariat général de la communication du groupe Arkema. Vous viendrez nous faire Arkea. Oui, Arkea, pardon. Vous viendrez nous faire part de votre expérience et de tout ce que ça a représenté comme point positif et parfois comme point d'interrogation. Et puis enfin, nous aurons la chance d'avoir aussi le regard de Anne Mollet, qui est directrice générale déléguée dans le comité, la communauté des sociétés à mission. Peut-être pour commencer, Hervé, pourriez-vous nous dresser un petit peu le cadre de cette société à mission? Qu'est-ce que c'est que cet instrument inspiré un petit peu des modèles anglo-saxons, mais à la fois très différents? Oui, très volontiers. On m'entend là? Oui, d'accord. Alors de façon aussi simple que possible, alors je pense que dans l'assistance, on a des très grands sachants et des moins sachants. Tout d'abord, la première chose, je pense qu'il faut dire, parce qu'il y a une petite ambiguïté de terme, la société à mission n'est pas une forme de société nouvelle, n'est pas... Enfin, toute société, quelle qu'elle soit, SAS, SARL, peut devenir à mission. C'est une qualité qu'une société, quelle que soit sa forme, peut adopter. Elle peut l'adopter comment ? Elle peut l'adopter en remplissant quatre conditions. La première, c'est qu'il faut qu'elle se choisisse, au-delà de son objet social, une raison d'être. Une raison d'être, vous en avez, je pense, beaucoup entendu parler, c'est une forme d'objectif général qui définit en quelque sorte, c'est un beau challenge, c'est une belle réflexion, l'utilité sociale que se propose de réaliser l'entreprise au-delà de l'objet social stricto sensu qu'elle poursuit. Donc on se dote d'une raison d'être. Ensuite, on décline cette raison d'être, puisque vous le savez peut-être, vous pouvez adopter une raison d'être sans devenir société à mission. Mais vous devez avoir une raison d'être si vous voulez être société à mission. Ce qu'il vous faut, c'est un degré supplémentaire. Ce degré supplémentaire, c'est de décliner cette raison d'être qui est souvent assez vaste dans son propos, sous la forme de d'un ou plusieurs objectifs très précis qui déclinent en quelque sorte donc cette raison d'être. Ensuite, une fois que vous avez cette raison d'être et les objectifs qui la déclinent, il vous faut un comité de mission, qui est un comité interne, hein, qui est à côté du conseil d'administration, d'autres organes divers ou variés de l'entreprise. Et ce comité à mission, il est composé de façon assez libre, mais le plus souvent, pour asseoir sa crédibilité, il est composé de personnes en interne, mais également de personnalités externes. Je pense que Cédric, tu pourras nous parler utilement de la manière dont vous avez composé chez Arkea votre comité de mission. Ce comité de mission, il est là pour, je dirais, de façon un petit peu pédagogique, pour stimuler les organes classiques de la société eu égard à la mission et aux objectifs qu'elle se propose de remplir, pour rappeler à l'ordre, pour animer et dynamiser ces objectifs, la réalisation de ces objectifs, et il est essentiellement interne. Et le dernier élément du dispositif, c'est un organisme externe, c'est un ETI, un organisme de contrôle externe qui vient, lui, annuellement, observer, analyser et faire un rapport sur la façon dont les objectifs sont mis en œuvre dans l'entreprise. Alors évidemment,
ces objectifs, ils ont une certaine durée, ils sont vastes. On va voir d'ailleurs comment, et peut-être Anne nous en dira deux mots, comment ça va fonctionner, parce qu'encore tout ça est assez embryonnaire, mais bien évidemment, on regarde du caractère très vaste des objectifs. Il est parfois difficile d'en apprécier la réalisation, mais au moins on voit les éléments de mise en œuvre de ces objectifs et le rapport est fait par un organisme externe. Alors ce sont souvent des grands cabinets d'audit ou des organismes de certificateurs qui d'ailleurs ça pose certaines questions ou difficultés de temps en temps pour effectivement apprécier dans quelle mesure il y a, ce sont les bons organismes, ils sont bien dotés de façon à apprécier la réalité du chemin vers la réalisation des objectifs. Mais disons que l'avenir dira exactement comment tout ça se concrétise. Et donc voilà, vous avez un dispositif lorsque vous voulez devenir société à mission, plutôt moi je dirais adopter la qualité de société à mission, puisqu'encore une fois, je pense que beaucoup d'entreprises sont presque rebutées dans l'idée de prendre ou d'adopter cette qualité, parce qu'ils se disent je vais devoir me transformer juridiquement, c'est un animal un peu bizarre. Non, vous êtes une société lambda et vous décidez de vous engager dans l'adoption de cette qualité, et il vous faut tout simplement 4 éléments: adopter une raison d'être, adopter des objectifs précis qui déclinent la réalisation de cette raison d'être, composer une société à mission, et puis vous faire contrôler annuellement par un OTI. J'ajoute simplement que cet OTI, sur la base de ce rapport, s'il est un petit peu, j'allais dire, critique sur la sincérité ou les moyens mis en œuvre pour mettre en œuvre les objectifs prévus, son rapport, s'il est, j'allais dire, peu favorable, peut amener à les tiers ou le ministère public à demander la suppression de la qualité de société à mission qui est inscrite au cabis de la société, ce qui évidemment, ne serait-ce qu'en termes d'image, tout à fait, je veux dire, dissuasif, ou en tout cas incitatif pour l'entreprise à respecter de façon sincère, même si, encore une fois, on n'est pas dans une appréciation objective et radicale chaque année de la réalisation d'objectifs, mais au moins de montrer que de façon sincère, on se projette dans leur réalisation. Voilà, Béatrice, aussi simplement que possible. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que la société à mission, c'est en quelque sorte le 3e étage de la fusée. On se souvient tous que la loi Pacte est venue inscrire la gestion de la société dans le respect de son intérêt social, mais en considération des enjeux sociaux et environnementaux. On pourra s'interroger dans la 2e partie de cette table ronde, d'ailleurs, sur les modalités de durcissement de la RSE, et est-ce que cet article 1832 y participe. La raison d'être, la possibilité d'adopter une raison d'être, dans ou en dehors des statuts, là aussi beaucoup de réflexions, et puis la société à mission. Alors, comme vous l'avez rappelé, un dispositif un peu nouveau, on peut s'interroger sur, Pauline, sur les formes de contrôle effectivement à mettre en œuvre en interne, mais surtout en termes de responsabilité juridique. Qu'est-ce que cette transformation, même si ce n'est pas un statut en effet, qu'est-ce que cette transformation peut engendrer comme responsabilité pour les dirigeants de l'entreprise et l'entreprise elle-même? Oui, alors j'ai préparé quelque chose d'un petit peu, essayant de donner une sorte de profondeur de champ. Pour répondre à cette question, je voudrais tout d'abord essayer de planter un tout petit peu le contexte et de revenir, d'inscrire en réalité ce volet RSE à 3 étages dans un contexte plus général qui est un contexte de transformation assez profonde du droit des sociétés. En fait, pendant des décennies, pour ne pas dire des siècles, le droit des sociétés a été conçu comme un droit très formel, centré sur la société en tant que contrat, organisant les rapports entre eux, les associés et les dirigeants, un droit tourné vers le perfectionnement de la technique sociétaire dans le but de faciliter le financement
de l'activité économique, de limiter les risques auxquels sont exposés les associés, voire de répartir les risques entre les sociétés dans les groupes de sociétés. Finalement, un droit des sociétés attaché à la technique et à la procédure, et qui ne s'est pas intéressé aux orientations stratégiques, qui ne s'est pas intéressé au contenu des activités économiques exercées. Schématiquement, du moment que les activités sociétaires étaient licites, du moment que les rites sociaux formels, l'assemblée, la répartition des pouvoirs et l'ordre public sociétaire étaient respectés, eh bien, rien ne pouvait troubler la bonne marche sociale. Cependant, depuis une bonne décennie, le droit des sociétés intègre progressivement des enjeux de fond, la protection de l'environnement, la lutte contre les discriminations dans les conseils d'administration, et donc la physionomie du droit des sociétés, elle se transforme. Le droit des sociétés se substantialise. En fait, c'est un phénomène qui ne passe pas du tout inaperçu. Le professeur Alain Couret titrait dans un éditorial récent au bulletin Joly des sociétés « L'irrésistible glissement du droit des sociétés vers un droit sociétal ». Pierre-Yves Gomez, qui chronique dans Le Monde, qui est professeur à l'EM Lyon, il évoque dans un article du Monde le passage de la financiarisation à la sociétalisation de l'entreprise. Et Marianne Frison-Roche nous dit que le droit des sociétés est aujourd'hui un droit qui est très politique. Alors voilà pour le contexte général, c'est une transformation du droit des sociétés dans lequel s'inscrit le volet RSE de la loi Pacte. Mais si on adopte un angle un petit peu plus resserré pour s'intéresser aux origines de cette sociétalisation de l'entreprise et du droit des sociétés, eh bien, on remarque qu'elle procède d'un mouvement assez diffus qui est au croisement des sciences de gestion, du développement durable et des droits humains. Et ce mouvement assez diffus, on appelle ça la RSE. Et la RSE, elle se caractérise, à l'origine tout au moins, par son caractère volontaire. C'est-à-dire un caractère qui s'est longtemps traduit par la faculté laissée aux entreprises de développer ou non des stratégies RSE. Mais cette liberté de l'entreprise de s'engager dans la durabilité, à peine encadrée par quelques recommandations de l'AMF ou quelques normes ISO, Global Compact et autres, a conduit finalement à une sorte de désordre communicationnel, à des risques de déloyauté concurrentielle, lesquels ont rendu l'intervention du législateur absolument nécessaire. Il l'a fait à plusieurs reprises depuis 2001, avec la loi NRE. Tout ça, c'est le courant reporting. Et puis, il l'a fait encore une fois avec la loi Pacte en 2019. Il a été plus loin, le législateur, puisqu'il s'agit aujourd'hui, pour le droit des sociétés, ce droit qui se substantialise, d'offrir un cadre légal aux porteurs d'un projet d'entreprise authentiquement plus responsable. Alors voilà, pour le contexte général, un droit des sociétés qui se substantialise, qui se sociétalise. Pour le contexte plus spécifique, c'est celui de généraliser un nouveau modèle français d'entreprise pour les entreprises qu'il souhaite. Maintenant, si on s'attache à analyser plus précisément le dispositif, puisque c'était le cahier des charges, le dispositif de la société à mission, alors on pourra relever un certain nombre d'incertitudes. C'est ça un petit peu qui ressort de ce texte, de ces textes. Non seulement on peut éprouver plusieurs hésitations quand on regarde la nature juridique de la mission. Qu'est-ce que c'est que cette mission sur le plan juridique ? Et puis, lorsqu'on regarde les sanctions qui peuvent potentiellement être encourues en cas de violation de la mission, eh bien là aussi, les conséquences ne sont pas pleinement connues. C'est un petit peu l'angle que je vais retenir. Voilà, ces deux parties. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette mission ? Quelle est la nature juridique de la mission ? En quoi la mission est-elle différente, si elle l'est, de l'objet social ? En quoi est-elle différente de la raison d'être ?
ou de l'intérêt social, cet intérêt social élargi aux considérations sociales et environnementales. Alors, est-ce que la mission, c'est un complément de l'objet social? L'objet social, il se définit à gros traits comme le type d'activité qui est choisi par l'entreprise dans ses statuts. La principale fonction de l'objet social, c'est de déterminer la capacité à agir de la société. Et donc, l'objet social, il borne négativement le pouvoir des dirigeants selon le principe de spécialité statutaire. L'objet social, il ne peut pas se confondre avec le but de la société, lequel est défini à l'article 1832 du Code civil, complété par l'article 1833 du même code, partager les bénéfices, hein, c'est ça, et puis profiter aussi d'une économie. Or, la mission, elle relève du but. Hein. La mission, c'est une projection dans le futur, c'est un horizon, c'est un cap, c'est un amer, pour reprendre la terminologie de la navigation maritime. La loi, elle parle bien d'objectifs que la société se donne de poursuivre. Donc on le voit, la mission, elle diffère de l'objet social, qui lui borne négativement ce que peut faire l'entreprise et ce que peuvent faire les dirigeants. Et finalement, la mission, ça rappellerait davantage l'intérêt social ou la raison d'être, lesquels sont tournés vers le but. Hein. Donc, est-ce que la mission, c'est un élément de la raison d'être? Hervé, vous avez dit tout à l'heure que la mission va préciser la raison d'être. Effectivement, la mission, elle pourrait être le prolongement de la raison d'être. Et d'ailleurs, le rapprochement se justifie d'autant plus que, comme vous l'avez dit, pour devenir une société à mission, il faut au préalable s'être doté d'une raison d'être. Donc, la mission serait un texte spécial précisant pour les sociétés commerciales, puisque seules les sociétés commerciales peuvent être des sociétés à mission, l'utilisation de la raison d'être. Pour autant, les deux ne peuvent pas être complètement assimilés, raison d'être et société à mission, puisque la raison d'être, elle peut être diverse et variée. L'article 1835 évoque des principes, donc on est dans le registre des valeurs, lesquelles peuvent être extrêmement variées, je viens de le dire, et finalement les exemples de raison d'être nous montrent que ces valeurs sont parfois assez floues, même évanescentes. Ce n'est pas le cas de la mission. La mission, elle est beaucoup plus précise. On le voit à l'article L210, deuxièmement. La mission, elle doit être sociale et environnementale. Donc, raison d'être et mission ne peuvent pas être complètement assimilées, même si dans la pratique, il y a fort à penser que le contenu de la raison d'être et celui de la mission vont se recouper. En tout cas, fort à penser que la raison d'être sera absorbée par la mission, qui de fait est beaucoup plus précise. Alors, la référence aux objectifs sociaux et environnementaux de la mission rappelle évidemment les enjeux sociaux et environnementaux que le gérant doit prendre en considération au titre de l'intérêt social. C'est ce que prévoit le nouvel alinéa 2 de l'article 1833 qui s'impose à toutes les sociétés. Là encore, la différence avec cet intérêt social élargi de l'article 1832 alinéa 2 est peut-être une différence de degré finalement entre la mission et cet intérêt social élargi. En adoptant le statut de société, la qualité de société à mission, finalement la société, elle prend un engagement particulier, elle précise ce qui est écrit à l'article 1833 alinéa 2. Au final, on assiste à une sorte de mélange des genres, vous l'avez vu, entre mission, raison d'être, objet social, intérêt social. De tout cela, il ressort quand même une certaine confusion, un sentiment de confusion qui peut, au passage, être accentué par des possibles conflits
entre l'intérêt social et la raison d'être, ou l'objet social et l'intérêt social, etc. Donc, on est face à cette notion juridique de mission qui est assez confuse, et le législateur n'a pas donné beaucoup plus d'indices sur la manière d'appréhender les conséquences de la violation de la mission. Donc l'incertitude se prolonge sur ce plan. Vous l'avez dit, Hervé, à côté de la suppression du terme société à mission dans les documents, dans les supports électroniques, quelles sont les conséquences que peut emporter la violation de la mission, que cette violation ait été constatée par le tiers indépendant ou pas d'ailleurs? Alors, en l'absence d'indication dans le texte, il faut s'en remettre en droit commun, et pour ce faire, j'explorerai deux pistes assez traditionnelles en droit des sociétés: les conséquences dans l'ordre interne et les conséquences dans l'ordre externe. L'ordre interne, c'est bien sûr cet ordre qui caractérise les relations entre la société et ses organes. Alors, les associés, agissant en leur nom ou au nom de la société, peuvent-ils reprocher aux dirigeants de ne pas avoir respecté la mission? La réponse est oui. Quelle que soit la nature juridique de la mission, CF première partie, elle est inscrite dans les statuts. Or, la violation des statuts constitue une faute qui engage la responsabilité des dirigeants s'il en est découlé, bien sûr, un préjudice à la société et un préjudice personnel pour les associés. Par ailleurs, cette faute, elle peut aussi constituer un juste motif de révocation du dirigeant. Dans les deux cas, plus la mission est décrite avec précision, plus ces sanctions, responsabilité ou révocation, seront facilement mises en œuvre. Mais inversement, on peut se demander si le respect de la mission pourrait être un rempart contre ces actions en responsabilité ou en révocation qui seraient menées par des associés qui estimeraient que le dirigeant n'a pas agi au mieux de leurs intérêts. Précisons qu'en France, il n'a jamais prévalu une conception de l'intérêt social comme étant l'intérêt des associés. Et que la loi Pacte a bien pris le soin de préciser que l'intérêt social, c'est l'intérêt de la société. Et la loi Pacte a voulu faire converger cet intérêt social avec cette prise en considération des intérêts sociaux et environnementaux, converger avec les objectifs sociaux et environnementaux de la mission. Alors, évidemment, on pourrait imaginer, somme toute, que ce serait un rempart contre ces actions en responsabilité ou en révocation. Mais alors là, tout le monde aura en tête l'éviction d'Emmanuel Faber de la direction de Danone. Mais tout d'abord, il ne s'agissait pas de révocation. Et d'autre part, en réalité, à ce que j'en connais, personne ne sait quelles sont les raisons réelles qui ont justifié son retrait ou sa mise à l'écart du conseil d'administration, puisque la mesure n'a pas été judiciairement contestée. Donc on ne peut pas prendre cet exemple comme étant le contre-argument d'un rempart, le respect de la mission comme un rempart qui protégerait le dirigeant. Alors, dans les relations, pour terminer, avec les tiers, là, les choses, elles semblent peut-être moins fixées, c'est-à-dire dans l'ordre externe. Les choses semblent moins fixées. Je passe assez rapidement sur la question de l'engagement de la responsabilité du dirigeant par les tiers. Comme on le sait, la jurisprudence exige que la faute du dirigeant soit séparable des fonctions. Or, même s'il a échoué, ce dirigeant, à accomplir la mission statutaire, il a, en toute hypothèse, agi dans le cadre de ses fonctions.
c'est en fait plus sur le terrain de la responsabilité de la société, de la personne morale, que les conséquences de la violation de la mission seraient les plus tangibles. Alors se pose la question de savoir, est-ce que la violation de la mission peut être constitutive d'une faute au sens du droit commun de la responsabilité civile? Alors, je ne vais pas être trop technique, mais on sait depuis 2006, confirmé en 2020, dans un arrêt d'assemblée plénière, que la Cour de cassation établit une sorte d'équivalence entre la faute contractuelle et la faute délictuelle. Or, les statuts sont un acte juridique, donc la violation des statuts pourrait être constitutive d'une faute délictuelle de la personne morale qui, si elle cause un préjudice à un tiers, pourrait engager sa responsabilité. Et puis, à côté de la responsabilité du dirigeant ou de la société personne morale, on peut, pour terminer, envisager la possibilité pour le tiers d'invoquer la clause statutaire de la mission pour contester un acte conclu, pour contester la régularité, pour demander l'annulation d'un acte conclu en violation de cette clause. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de l'opposabilité des statuts par les tiers. Et là encore, la jurisprudence n'est pas très nette, mais une solution proche a été admise dans un arrêt qui a été très remarqué en 2018, où un tiers a pu se prévaloir d'une clause limitative du pouvoir des dirigeants, donc c'est un peu particulier, en tout cas pour faire annuler un acte qui avait été pris en violation. Bon, toutes ces pistes, en tout cas, ne sont qu'exploratoires et la majorité des effets de la loi Pacte, finalement, dépendront de la pratique et dépendront de la jurisprudence qui vont, au fil de l'eau, discerner leurs effets. De pratique, justement, je crois qu'il va en être question. Merci beaucoup, Pauline, pour cet éclairage. On reviendra tout à l'heure sur le cas Danone parce que j'ai vu les sourcils d'Anne Mollet se lever. Donc, vous reviendrez dessus, Anne. Mais tout de suite, je vais passer la parole à Cédric parce qu'on aimerait savoir comment ça s'est passé chez vous. Et donc, raison d'être, mission, est-ce que vous les avez distinguées ou finalement, est-ce que l'une se cache derrière l'autre ? Merci beaucoup. Je vais essayer de vous expliquer effectivement la façon dont on a procédé, qui est sans doute pas réplicable à l'envi, mais qui a été notre cheminement en tout cas. Alors Crédit Mutuel Arkea, c'est, alors pour positionner, c'est une entreprise de 11 500 collaborateurs, donc activité de banque, de services financiers, fondée à partir de 2 fédérations de Crédit Mutuel de Bretagne, donc sur toute la Bretagne administrative, et Fédération du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, sur 3 départements, la Gironde, la Dordogne et la Charente, et qui a créé ensuite une quarantaine de filiales, alors certaines connues, très connues, Fortuneo par exemple, et d'autres beaucoup moins connues, mais assez efficaces. Si vous opérez un paiement sur une marketplace, il y a une chance sur 2 que ça passe par Arkea, mais sans doute ne le savez-vous pas. Voilà. Donc une quarantaine de filiales, 11 500 collaborateurs et un ancrage territorial très fort et une forme qui est une forme coopérative et mutualiste qui là aussi a une caractéristique qui a joué un rôle important dans le passage vers l'entreprise à mission. Alors on ne s'est pas réveillé un matin en se disant tiens, ce serait sympa qu'on devienne entreprise à mission. Le cheminement a été un petit peu différent. Il trouve son origine, une première origine, en tout cas en 2019, vraiment les premiers mois suite à la promulgation de la loi Pacte, avec cette notion de raison d'être qu'on a trouvée intéressante et qu'on a voulu pousser plus loin.
qu'on a voulu pousser plus loin parce que ça faisait vraiment écho à notre forme justement mutualiste, notre forme coopérative. On n'a pas de clients, enfin, on a des clients, mais on a surtout des sociétaires qui élisent des administrateurs qui forment au niveau d'une caisse locale, qui est un petit peu l'unité élémentaire de notre groupe. Un conseil d'administration, et ce conseil d'administration, ou cette caisse locale, est détentrice d'une action de Crédit Mutuel Arkéa. Donc nos actionnaires, en fait, ce sont chacune de nos caisses locales, 324, ça bouge un petit peu, mais 324 actionnaires, qui sont les actionnaires directs de Crédit Mutuel Arkéa. Et donc on a fait le choix de se doter d'une raison d'être. Ça, c'était la première étape, avec une modalité de création, de rédaction de cette raison d'être très collaborative, très participative, à savoir qu'on a retenu une approche avec des comités, des ateliers, associant des administrateurs, associant des salariés, faisant intervenir des parties prenantes, certains de nos clients également, qu'on a interrogés, voilà, comment vous nous voyez, comment on pourrait se décrire. Et on a obtenu, fin 2019, une première rédaction de cette raison d'être, qui n'a pas bougé après, qu'on a fait adopter en Assemblée Générale en mai 2020. Ça, c'était la première étape. Et on n'a pas envisagé tout de suite d'aller plus loin et d'évoluer vers l'entreprise à mission. Pardonne-moi de t'interrompre, excuse-moi Hervé, oui. Peut-être tu peux la rappeler pour donner un peu de concrétude. Alors, je ne vais pas la citer par cœur parce qu'elle a une caractéristique. Cette raison d'être, elle est très longue. Alors, c'est son principal défaut. Sa qualité, c'est qu'elle est très complète. Alors, je peux peut-être citer par contre les engagements et cette raison d'être. Dans la suite du cheminement, elle s'est transformée en engagement, comme le veut d'ailleurs la loi Pacte, dès lors qu'on souhaite évoluer vers l'entreprise à mission. Les engagements, c'est principalement une approche équilibrée entre performance financière et extra-financière, c'est-à-dire pas l'une exclusive de l'autre, mais vraiment la combinaison de la performance financière qu'on juge indispensable à la capacité de poursuivre ou de mener une action extra-financière de qualité. C'est pas on n'est pas dans une pure démarche de philanthropie, mais on est dans une démarche qui est équilibrée entre financier et extra-financier. Un deuxième engagement qui est l'accompagnement des transitions environnementales. Et transition environnementale est un mot important, enfin, est une expression importante, mais l'accompagnement est une autre expression importante, c'est-à-dire qu'on ne veut pas être des donneurs de leçons et on ne se présente pas comme des parangons de vertu du point de vue de la transition environnementale, mais on souhaite accompagner nos parties prenantes et nos clients. Et notamment, on est très investi dans l'agriculture. Il ne s'agit pas de dire demain, sous prétexte de transition environnementale, on va couper nos aides à l'agriculture. On est bien dans une notion d'accompagnement. Un autre engagement assez fort, qui est l'engagement territorial. Alors celui-là, il est, je dirais, assez naturel parce qu'on est implanté territorialement, historiquement, surtout sur la Bretagne, également sur le sud-ouest, et puis sur le territoire national au travers de nos filiales, mais avec quand même cette fibre ou cet ancrage territorial, local très fort, donc qui constitue un autre élément de la raison d'être. Un autre engagement qui est celui de l'inclusion. Voilà, ça c'est un parti pris, mais qui correspond bien aussi à l'ADN du groupe et à sa vocation, à sa forme mutualiste. Enfin, l'origine du groupe, c'est il y a un peu plus de 100 ans, c'est à Landerneau, une ville qui est connue pour plein de choses, mais notamment pour être le berceau de nombreuses coopératives qui ont plutôt bien réussi. C'est à Landerneau que naît Crédit Mutuel Arkéa, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque. C'est à Landerneau que naît Groupama. C'est à Landerneau que sont créés ce qui deviendront ensuite les centres Leclerc. Enfin, le Leclerc naît à Landerneau. Et ces trois approches, dans des approches très coopératives et très mutualistes.
Ce sont à la base des paysans qui se regroupent pour partager de la formation d'abord, et puis ensuite de l'approvisionnement en grains. Donc je dirais un terreau ou un ADN mutualiste qui trouve je dirais, sa source assez loin dans l'histoire et basé sur une coopération ou une entraide. C'est ça l'origine du groupe. Et donc c'est assez naturel qu'on retrouve dans nos engagements et dans notre raison d'être cette notion d'inclusion et d'entraide. Ça, c'est pour les 4 premiers engagements. Et un 5e, alors, qui est peut-être un peu plus diffus, qui est plutôt une ambition de moyen, qui est de faire vivre finalement nos valeurs mutualistes. Alors, je ferai l'économie de ce que sont les valeurs mutualistes, parce que je pense que la matinée ne suffirait pas. Et c'est un autre sujet, mais en tout cas, il nous paraissait important de véhiculer ces valeurs mutualistes au travers de nos engagements. Donc celui-là est plutôt un engagement de moyens. Donc voilà pour notre raison d'être, hein, que vous trouverez. Et donc elle est très longue et difficile à résumer simplement à la différence d'autres. Donc voilà. On est en mai 2020, on adopte au niveau de nos assemblées générales cette raison d'être, et on se dit que c'est déjà bien, c'est une belle étape. Et concomitamment, et sans lien, on arrivait au terme d'un plan stratégique. Un plan stratégique précédent s'appelait Arkea 2020, donc trouve sa fin en 2020. Et ça coïncide également avec un changement de direction générale à ce moment-là, départ de Ronan Lemoyle, qui était notre directeur général, et est nommé un duo de direction générale, avec Hélène Bernicot, directrice générale, et Anne Le Goff, directrice générale déléguée. Et est confiée la mission de constituer un nouveau plan stratégique. Et ça m'a été confié. Lorsque je suis allé voir Anne et Hélène pour leur dire, mais ok, un plan stratégique, très bien, mais c'est quoi le bon de commande? C'est quoi le cahier des charges de ce nouveau plan stratégique? Et très spontanément et très naturellement, et ça pour le coup ça se résume bien, c'est on veut un plan stratégique qui donne vie à notre raison d'être, qui soit l'incarnation de notre raison d'être. Alors c'est à la fois précis, ça se résume bien, et en même temps quand on sort du bureau avec ce bon de commande, on sait pas trop ce qu'on va en faire. Bon, on réfléchit, on mature le truc, et on arrive à un plan stratégique qui s'appelle Transition 2024, qui a pour vocation, j'espère qu'on y arrive, ou qu'on y est arrivé, à donner vie, à incarner cette raison d'être. Et finalement, lorsqu'on fait ça, lorsqu'on se dote d'un plan stratégique qui a pour origine la raison d'être, on n'est pas très loin du bout de la chaîne de l'entreprise à mission, qui est la feuille de route du comité de mission. Donc on se dit, à un moment, on est à peu près en septembre 2020, on a un plan stratégique qui s'appelle Transition 2024, qui a pour vocation de donner vie à notre raison d'être. On a déjà la raison d'être. Finalement, on a quasiment les 2 bouts de la chaîne. Ce serait un peu dommage de pas réunir l'ensemble des morceaux pour devenir entreprise à mission. Et donc, assez naturellement, s'étant doté de ces instruments, on se dit, oui, finalement, c'est intéressant de devenir entreprise à mission. Et pourquoi c'est intéressant finalement de devenir entreprise à mission? Et là, alors pour prendre peut-être une image, c'est peut-être parmi vous qu'on fait, je sais pas, de la course à pied, du cyclisme ou de la course au large. C'est 3 disciplines qui se comparent bien finalement à ça. C'est la même différence entre s'entraîner et faire de la compétition. Et on peut s'entraîner, se trouver très beau, très fort, très beau dans l'effort, à l'entraînement. Mais quand on se confronte à la compétition, quand on se confronte à l'autre, eh bien, on mesure réellement ce qui nous sépare d'un objectif et d'un engagement. C'est à peu près la même chose en ce qui nous concerne, c'est-à-dire qu'on a ressenti ce besoin à un moment donné de se mettre en compétition, de rendre opposable et public un certain nombre de nos engagements et de nos choix, et de poser sur la table
également un certain nombre de paradoxes. Finalement, si je devais résumer ce que c'est que l'entreprise à mission, c'est mettre sur la table un certain nombre de paradoxes. C'est pas se présenter comme un parangon de vertu, un costume blanc immaculé, c'est pas ça. On vient avec nos défauts, on vient avec nos caractéristiques, on vient surtout avec un certain nombre de paradoxes, et dans l'univers financier, il y en a beaucoup. Énormément de paradoxes. Est-ce qu'on doit, alors je parlais de l'agriculture, est-ce qu'on doit financer l'agriculture, pas financer l'agriculture? La réponse, elle n'est pas si simple que ça, elle n'est pas binaire. Peut-être qu'on doit financer un certain type d'agriculture, peut-être qu'on doit accompagner aussi certains agriculteurs parce qu'ils ont un cheminement à faire pour avoir une action qui soit plus responsable, plus durable, plus préservatrice d'un certain nombre de ressources. Et ce travail d'accompagnement, il a de la valeur. Il a de la valeur dans le cadre de la mission. Je dirais l'approche binaire, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas ça la mission. C'est pas une approche binaire, c'est justement de la gestion des paradoxes entre nos objectifs, la réalité de ce qu'on est, et finalement un parcours de compétition dans lequel on se positionne par rapport à l'accomplissement de ces objectifs. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long sur cet historique. Et puis après, on pourra revenir, si vous le souhaitez, à la gestion du risque qu'a évoqué Pauline. Finalement, quelles questions on se pose par rapport à ce risque et comment on l'apprécie ou on le vit au jour le jour. Et sachant que sur ce point précis, pardon Béatrice, tu nous disais, Cédric, que vous aviez, dans ce chemin, il y a eu quand même une démarche de questionnement de la part du conseil d'administration sur les risques induits et des analyses produites et exposées. Oui. On peut y venir maintenant, mais effectivement, quand on aborde ces différentes phases, et notamment lorsqu'on prononce le mot entreprise à mission, le jour où on prononce ce mot, dans plusieurs cercles d'ailleurs, c'est vrai au niveau du conseil d'administration, c'est vrai également dans le cadre du CSEC où je suis venu faire la promotion de cette entreprise à mission, puisqu'on dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques du groupe, finalement on est amené à exposer ce risque. Alors je vais peut-être vous livrer un scoop, mais peut-être pas. La banque, c'est pas la gestion de l'argent, la banque c'est la gestion du risque. Et donc on est dans une banque ou dans une entreprise financière, on est des spécialistes où la vocation c'est de gérer les risques. Et très rapidement, on a été interrogé sur cette notion de risque attaché à l'entreprise à mission. Et il y en a deux principaux. Il y a le risque juridique, de manière évidente, et tel que l'a décrit Pauline, finalement, on est face à des articles de loi qui encadrent un dispositif ou des dispositions, donc quel est notre risque juridique? Et le deuxième, et d'ailleurs il y a un lien entre les deux, le deuxième risque important, c'est le risque de réputation. Celui-là, pour une banque, il est sérieux, et on a encore l'exemple ce matin, on prend l'exemple de Crédit Suisse, alors, il y a quelques problèmes financiers, mais au-delà de ça, il y a un risque de réputation qui peut amener l'entreprise à être défaillante. Voilà. Et la réputation, c'est la confiance, et donc c'est essentiel dans nos métiers. Donc on s'est posé ces deux questions-là, du risque juridique et du risque de réputation. Sur le risque juridique, et l'évaluation qu'on en a fait, c'est qu'il était extrêmement diffus, extrêmement incertain, et puis alors... on est prosaïque dans la banque. Le risque, c'est un risque d'occurrence, la probabilité que ça survienne, et puis c'est un montant. Combien ça coûte lorsque le risque se produit? Combien ça coûte en moyenne? Combien ça coûte en risque extrême? C'est simple la banque en fait. Donc on a approché le risque juridique comme ça. On a vu que le risque juridique, il était essentiellement pour les dirigeants. Voilà, ça c'est une question qui se pose, c'est est-ce qu'on fait supporter aux dirigeants ce risque ou pas, et est-ce que le dirigeant l'accepte ou pas? En l'occurrence, ils l'ont accepté. Les autres risques juridiques, on a considéré qu'on avait du mal à les évaluer, et surtout on avait du mal à les quantifier. C'est quoi le risque juridique réel
Alors oui, on va être embêté, oui, et il y a des actions qui sont possibles, mais elles sont extrêmement diffuses. En plus, on n'est pas coté. Nos actionnaires sont nos caisses locales. Bon, on peut être attaqué par ailleurs, hein, par une ONG, mais voilà. On a considéré en tout cas qu'on n'était pas capable de chiffrer réellement ce risque, et donc on l'a considéré comme faible. Sauf que la survenance de ce risque juridique, elle a une conséquence majeure sur l'autre risque que j'ai cité, qui est le risque de réputation. Et là, par contre, ça, pour être un peu trivial, ça rigole moins en fait. Le risque de réputation, par rapport à l'entreprise à mission, il est majeur, puisque si on porte sur la place publique un certain nombre d'engagements, et qui sont des engagements en plus très nobles, la transition environnementale, l'inclusion, le côté territorial peut-être un peu moins, mais on porte finalement un certain nombre de valeurs ou de vertus sur la place publique. On fait le choix de se rendre opposable par rapport à ces valeurs-là. Donc c'est un choix fort du point de vue de la réputation. Et donc celui-là, on s'est vraiment posé la question de savoir si on était prêt à l'assumer ou pas. Et le cheminement a fait il y a eu un moment de bascule où on s'est dit, mais finalement, peut-être que pas ce statut, mais cette forme de l'entreprise à mission, elle est peut-être finalement plus protectrice que le fait de rester avec une simple raison d'être qui évoque ces engagements sans aller jusqu'au bout de la démarche. Pourquoi c'est plus protecteur? Parce que finalement, on est dans un cadre qui est contraint et avec un regard qui est porté en interne, évidemment par le conseil d'administration, dont c'est la mission, par le comité de mission, qui est introduit par la loi Pacte et dont on s'est doté. Je reviendrai d'ailleurs sur sa composition, parce qu'elle n'est pas neutre du point de vue, je dirais, de la surveillance de notre action en matière d'entreprise à mission. Et puis, on a l'OTI, donc une espèce d'auditeur finalement de l'atteinte ou du respect des engagements. Donc on a un cadre qui est relativement contraignant, un regard qui est porté, alors plus ou moins bienveillant, mais qui est porté sur la réalité de notre engagement. Et finalement, en face de ces engagements, eh bien, on met un certain nombre de mesures de protection, puisque le comité de mission il s'est doté d'une feuille de route, donc on a un peu le thermomètre qui est fixé, et on peut voir si la fièvre monte ou si on est dans le respect des températures corporelles qui permettent une vie normale. Voilà, c'est tout ça. Et finalement, je pense que l'entreprise à mission a un côté peut-être protecteur, dès lors qu'on l'aborde avec une certaine sincérité et qu'on s'engage dans le cadre de cette contrainte qui est posée, cette contrainte d'opposabilité. Donc finalement, on est peut-être mieux protégé. Alors, le risque de réputation, c'est d'ailleurs essentiellement un risque de greenwashing ou social washing, enfin, de manière évidente. Et je pense qu'on est finalement mieux protégé parce qu'on est plus soucieux de cette contrainte et de l'importance que revêt le respect de nos engagements. Merci beaucoup Cédric, c'était vraiment très très intéressant de vous entendre. Et 11 000 salariés, donc vous êtes soumis au devoir de vigilance? Absolument. Peut-être qu'on va faire le pont ensuite, parce que en définitive, il s'agit toujours d'encadrer le comportement de l'entreprise sur des objectifs qui finalement se rapprochent, et puisque la vigilance, c'est droits humains, protection de l'environnement. Et aujourd'hui, dans le cadre du contentieux, ce risque réputationnel, il est plutôt pesant sur le devoir de vigilance, et notamment avec la première mise en cause d'un établissement financier dans ce cadre-là, donc peut-être qu'on pourra y revenir. Mais je me tourne en attendant vers Anne. Je vais vous offrir mon micro, Anne. On a très envie de vous entendre, parce que société à mission, il y a des sociétés de taille très très différentes. Comment est-ce que vous faites au sein de votre observatoire pour veiller à ce que tout ça ne soit pas dévoyé et utilisé dans un bénéfice réputationnel qui ne serait pas fondé? Oui, merci pour votre question. Il y a beaucoup, ça englobe beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, on compte un peu plus de 1000 sociétés à mission. Donc au démarrage, on avait les convaincus, ceux qui portaient vraiment dans
dans leur trip, on va dire, les dirigeants qui portaient dans leur trip ces convictions et qui portaient cette nouvelle vision de l'entreprise et qui voulaient vraiment intégrer dans ce modèle d'affaires, la gouvernance, ces enjeux socio-environnementaux. Là, on commence à avoir le deuxième cercle d'entreprises qui en entendent parler, qui se disent « tiens, ça peut être intéressant ». Et donc, on en a parlé tout à l'heure, c'est maintenant que commence le risque de mission washing. Et le sujet n'est plus tant sur un objectif de volume, allons-nous dire, qu'un objectif d'exigence du modèle. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, je ne peux qu'être d'accord avec Cédric, sur la façon dont Crédit Mutuel Arkéa justement perçoit ce risque juridique et cet encadrement du risque juridique auquel sont de toute façon confrontées toutes les entreprises. Vous l'avez mentionné, et demain CSRD, devoir de vigilance, on va y aller. Donc en fait, les entreprises qui seront à la limite le mieux protégées seront celles qui auront pris de l'avance, qui auront anticipé et qui auront mis un cadre à tout cela. Et le cadre, justement, la société à mission, c'est un bon cadre pour... c'est une machine à preuve, en fait. Et donc, dans ce sens-là... Présenter les choses, Anne, juste sur les 1000 sociétés, on imagine qu'il y a beaucoup de sociétés familiales, coopératives. Est-ce que ça s'étend beaucoup au-delà de ces cadres qui étaient un peu propices à la transformation vers une société à mission ? Alors, effectivement, la loi Pacte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était au démarrage essentiellement pour les sociétés commerciales, donc le du Code du commerce. Par extension, les coopératives et les mutuelles. Voilà, ce qui était prévu aussi dans la loi. Mais pour autant, l'essentiel des entreprises sont bien des entreprises commerciales, des sociétés commerciales. Bien entendu, les sociétés familiales, plus facile. Les sociétés familiales, en plus, qui... On voit pas mal aussi d'entreprises d'entreprises familiales qui préparent leur transmission, qui protègent l'entreprise via la société à mission, en vue d'une transmission, en intégrant juste... Voilà, qui va au-delà de l'héritage financier, quoi, concrètement. Et pourquoi la société a été créée par eux-mêmes, s'ils sont par eux-mêmes si c'est eux qui l'ont créée, ou par parce qu'ils sont souvent les deuxième, troisième, quatrième génération, on en voit pas mal. Et en fait, ça a été dit tout à l'heure, la société à mission quand elle a été conçue pour deux choses, à la fois dans le but de préserver le projet d'entreprise. Voilà, et d'innover. On se remet bien dans ce contexte-là, dans ce qui a été vraiment à l'œuvre lors de la conception par les chercheurs de Mines ParisTech qui ont conçu la société à mission. Préservation du projet de l'entreprise et innovation. Voilà. Et là, dans ce cadre de l'entreprise familiale, effectivement, on est dans un cadre de préservation du projet de l'entreprise au-delà du dirigeant. Et je fais le pont avec Emmanuel Faber. De l'autre côté, c'est sûr que des sociétés cotées, on n'en a pas beaucoup. Ça, c'est clair. Mais pour autant, je voudrais juste revenir sur un point concernant Emmanuel Faber, parce que c'est vrai que la presse s'est déchaînée sur le sujet. Pour autant, même lui-même le dit encore, parce que j'ai vu dans la presse il n'y a pas longtemps, revenir sur cette question de la société à mission. Et il a redit que la société à mission n'était pas la cause de son limogeage, et qu'au contraire, la société à mission avait été un élément stabilisateur pendant cette crise de gouvernance. Pourquoi ? Parce que le projet de l'entreprise n'était pas porté par une seule personne, mais était protégé dans les statuts. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que quel que soit le dirigeant, le projet d'entreprise, donc de ce collectif qui compose l'entreprise, donc les salariés, est protégé en tant que tel. Et donc ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, la société à mission n'a pas été remise en cause depuis le départ d'Emmanuel Faber. Globalement, Danone est toujours société à mission. Je vous rappelle aussi que Emmanuel Faber s'est fait limoger quelques mois, un peu moins d'un an, après le vote
de la société à mission, qui a été, je vous rappelle le vote, 99,4% des actionnaires qui ont voté en faveur de la société à mission. Donc voilà, je clôt le sujet, mais c'est vrai qu'on entend trop souvent parler de ça, et au contraire, c'est plutôt un élément stabilisateur. Pour autant, c'est plus complexe quand on est dans un actionnariat extrêmement dispersé. Et aussi, on a un certain nombre, pour finir sur votre question, d'entreprises qui sont soit des entreprises familiales, mais aussi des entreprises qui veulent se développer, qui sont à la recherche qui sont en projection de levée de fonds. Et là, du coup, aussi, on a cette logique-là de se dire, en fait, je veux de la même manière protéger le projet de mon entreprise, malgré l'entrée d'actionnaires tiers, et en même temps, ça me permet de choisir les actionnaires qui ont la même vision de l'entreprise. Et je pense que Cédric, tu pourras en reparler, mais ça, c'est extrêmement net aussi. Et comment est-ce que concrètement vous essayez d'exercer une forme de contrôle sur cette exigence de standard de la société à mission Alors, comme l'a dit Hervé, effectivement, la société à mission, c'est un produit semi-fini dans la loi. Et donc ça c'est extrêmement intéressant et motivant, on va dire, pour les entreprises. Nous sommes en train d'y travailler. Déjà, un mot dont on a trop peu parlé durant ces échanges, c'est rappeler que la raison d'être, comme les objectifs socio-environnementaux, doivent être liés à l'activité de l'entreprise. C'est ce que dit l'article L210-10. Donc toute raison d'être, en creux, toute raison d'être ou tout objectif de mission qui ne serait pas lié à l'activité de l'entreprise ne serait pas légaux. Donc là aussi, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que on peut reparler du côté très vaste ou pas de la raison d'être et des objectifs de mission. Moi, je parle du principe que le risque est accru quand la raison d'être et les objectifs sont trop larges. Parce qu'en fait, ce n'est pas en lien avec l'activité de l'entreprise et on n'est pas dans, quand on parle d'impact de l'entreprise, pour une PME de 10 personnes, de dire « je veux changer le monde », bon, enfin, vous vous rendez compte le risque Enfin, voilà, globalement, ça se travaille. C'est comment, en fait, on intègre ces enjeux-là dans le modèle d'affaires de l'entreprise. Est-ce que ça va, et dans quelle mesure ça permet de réorienter l'activité, de faire des choix, dont tu parlais tout à l'heure, des renoncements éventuellement, et de gérer les paradoxes. Gérer les paradoxes, et l'entreprise ne peut pas être responsable de tout. Donc, en fait, là, au contraire, la mission lui permet de cadrer et d'encadrer ce risque dans ce qu'elle dit, voilà, donc, et dans ce qu'elle fait. Et par définition, c'est aussi la mission, c'est aussi la gestion des risques d'incohérence dans une entreprise. Et donc, j'imagine qu'une entreprise à mission qui ferait bien vivre sa mission, et je reviendrai là-dessus, limiterait aujourd'hui, demain, les risques de publicité mensongère, les risques, parce qu'on limite ces incohérences et c'est une machine à preuve. C'est-à-dire qu'on a ce modèle, ça ne s'arrête pas effectivement aux objectifs statutaires. Derrière, il y a ce qu'on appelle un modèle de mission. Donc tous les objectifs statutaires se déclinent en objectifs opérationnels qui eux-mêmes se déclinent en indicateurs. Et tout ça, c'est suivi par le comité de mission qui vient aussi challenger le comité de mission, la cohérence entre la mission et l'activité de l'entreprise. Ça va être nouveau. Voilà, c'est prévu dans la deuxième version pour les OTI. Et les comités de mission se professionnalisent aujourd'hui. Et ça, on le voit bien. Et ils sont de plus en plus affûtés sur ce qu'il faut, déjà pour remonter jusqu'à est-ce que la mission est vraiment en lien à l'activité, est-ce que c'est cohérent, et deuxièmement, est-ce qu'on a une bonne exécution de la mission et comment c'est traité en interne. Et après, l'organisme tiers indépendant qui vient faire sa vérification tous les 2 ou 3 ans selon la taille de l'entreprise, donc tous les 2 ans pour les entreprises de plus de 50 salariés et tous les 3 ans pour les entreprises de moins de 50 salariés. Et là aussi, l'OTI se base sur ce que fait le comité de mission et aussi va aller beaucoup plus loin sur la vérification pour justement voir si l'entreprise est bien dans les clous et elle exécute bien, objectif par objectif, sa mission. Et donc tout ça, c'est une chaîne.
Et là où, pour répondre à votre question sur les risques de dévoiement, justement, c'est en faisant connaître cela, c'est aussi, on a mis en place justement un observatoire des sociétés à mission qui référence toutes les sociétés à mission. On a un partenariat avec le Conseil national des greffiers et tribunaux de commerce, justement, pour qu'ils nous envoient en fait toutes les sociétés à mission qu'ils ont référencées. Forcément, c'est eux qui donnent les cabis. Nous, on vérifie derrière les statuts qui nous sont envoyés par les greffes. On va former tous les greffiers de France sur le sujet aussi. Ça aussi, c'est un élément important. Et puis, après, on va faire du suivi et du contrôle. Voilà, parce qu'en fait, la société à mission étant semi-finie, on n'a pas encore, enfin globalement une société qui se déclarait société à mission, qui ne ferait rien derrière, qui ne mettrait pas en place de comité de mission, qui ne ferait pas appel à un OTI pour vérifier la bonne exécution de sa mission, il ne se passe juste rien. Et donc c'est notre rôle en tant que représentant des entreprises qui se sont engagées dans cette voie-là, de défendre l'exigence du modèle qui est en fait un prérequis pour sa crédibilité et donc son développement. Le risque, c'est qu'on tombe dans du mission washing et qu'en fait, ça soit un objet de communication. Alors, suivi, contrôle, mais aussi accompagnement ? Et aussi accompagnement, bien entendu. La communauté des entreprises à mission rassemble une bonne partie des dirigeants de sociétés à mission et des dirigeants d'entreprises qui sont en chemin vers la société à mission. On a aussi rassemblé tous les organismes tiers indépendants qui sont amenés à faire des vérifications de mission, donc au travers d'un cercle des OTI. Et on travaille tous ensemble justement pour faire monter le niveau d'exigence. Et c'est quand on s'y met tous, que ce soit entreprise, OTI, membres de comité de mission, recherche et experts, dont les avocats, justement qu'on arrive à faire monter le niveau d'exigence et à faire en sorte que les risques de dévoiement soient limités et qu'on aille dans le bon sens. Et là, encore une fois, on voit que si on s'y met tous ensemble, globalement, peut-être que la loi ne le dit pas, mais en tout cas, on le fait concrètement. Et encore une fois, le niveau d'exigence est en train de monter. Et on va faire attention à ça, voire même selon. Vous parliez tout à l'heure justement de pouvoir saisir le tribunal de commerce. On ne l'exclut pas. Si on voit une mission qui, pour nous, pose sujet, on va pouvoir éventuellement y aller. Mais en tout cas, c'est parce que pour nous, c'est un magnifique modèle. C'est pas un label de vertu, c'est l'entreprise qui se met sur une trajectoire de progrès. Et puis, c'est vraiment un nouveau. Enfin, c'est l'avenir de l'entreprise, clairement. Merci beaucoup, Anne. Alors, peut-être qu'avant qu'on ouvre la discussion sur les liens, justement, entre société à mission, émergence du contentieux sur le devoir de vigilance, Cédric, peut-être des conseils pour constituer le comité de mission. Et puis, s'il y a des questions dans la salle, peut-être pour clore le débat sur société à mission, avant de basculer sur un débat un peu plus large. Alors, très humblement, et peut-être pas des conseils, mais en tout cas, la façon dont on a procédé, l'expérience. Oui. Alors déjà, le comité de mission, sa composition est extrêmement large. Enfin, le champ des possibles est assez large parce que, à part le fait qu'il faille un salarié, il n'y a pas grand-chose dans la loi pour constituer le comité de mission. Donc, quand on s'est interrogé sur la constitution du comité de mission, déjà, on s'est posé pas mal de questions par rapport à son rôle et son rôle relatif à notre conseil d'administration. Ça, c'est une vraie difficulté et c'est un vrai sujet de réflexion et qu'il faut d'ailleurs une réflexion qu'il faut sans doute mener avec le conseil d'administration. C'est comment on positionne finalement le comité de mission par rapport au conseil d'administration et dans l'ensemble de la gouvernance. Donc ça, ça a été un point de clarification et d'explication assez important. Ensuite, nous, on a voulu, alors un comité, c'est ce qu'on trouve dans nos statuts, on a dit entre 5 et 9 membres, parce qu'on considérait que c'était une taille suffisante, parce qu'il faut amener de la diversité, donc il faut
un certain nombre pour avoir, je dirais, un panel assez représentatif, et en même temps quelque chose qui soit manipulable, entre guillemets, c'est-à-dire 9 personnes, les réunir, les faire travailler. Alors, 9 personnes avec une majorité d'externes à l'entreprise, donc qu'il faut finalement incorporer quelque part dans l'entreprise. On pensait que c'était un bon chiffre. Ensuite, on a fait le choix, nous, et là aussi, il y a une grande diversité de choix, d'avoir un comité de mission qui soit majoritairement composé de personnalités externes. On peut doter un comité de mission interne, purement interne, il y en a qui le font. D'autres font du purement externe, à part le collaborateur qui est une exigence légale, mais qui ont un tropisme externe. Nous, on a voulu un équilibre entre les deux avec une majorité d'externes. Et donc, on a dit, ben voilà, si on prend 9 membres du comité de mission, on va en choisir 5 qui viendront de l'externe, et enfin 5 qui seront issus de l'externe et 4 qui seront plutôt issus de l'interne. Pour ceux qui sont issus de l'externe, donc les 5, on a dit, ben voilà, on va les répartir à peu près entre 3 collèges. Un collège de personnalités qualifiées, un collège de personnalités issues du monde de l'entreprise et un collège plutôt issu du monde associatif. Voilà, les 3 colorations qu'on voulait. Et en fait, là-dessus, on organise une espèce de casting. En fait, c'est-à-dire, on va chercher des personnalités qui correspondent un petit peu à ce cahier des charges. Et donc, on a composé de la façon suivante notre comité de mission. On est allé chercher plutôt des entreprises qui étaient des entreprises locales ou de nos bassins d'activité. Donc, le premier membre qu'on est allé chercher et qui est devenu d'ailleurs président de notre comité de mission, c'est Éric Chalambelval, qui est un entrepreneur. Alors, il dirige une entreprise qui s'appelle La Feuille d'Érable, qui est dans l'économie circulaire du papier, et qui est quelqu'un de très implanté au niveau du MEDEF 35. Côté du domaine associatif, on est allé chercher David Sussman, alors qui est à la fois quelqu'un du monde de l'entreprise et de l'associatif, puisqu'il c'est un entrepreneur, il gère une entreprise qui s'appelle Seafoodia, qui travaille les produits de la mer, et c'est également quelqu'un qui est très investi dans la protection des océans au travers de sa fondation qui s'appelle Pur Océan. C'est quelqu'un qui est qui est un bon communicant, presque un influenceur de la protection des océans. On est allé chercher quelqu'un qui s'appelle Nolwenn Fèvre, qui préside l'association Les Petits Doudous. Alors, Petits Doudous, c'est du social. Voilà, ça met à disposition des enfants hospitalisés des doudous qui sont issus du recyclage. Donc, on rejoint la fibre environnementale. Quelqu'un qui s'appelle Jérémy Brémaud, qui dirige une SCOP, qui fait du conseil en environnement. Donc ça, c'était pour la partie... pardon, j'en ai oublié un. Thierry Burlot, qui est un ancien vice-président du Conseil régional de Bretagne et qui est un spécialiste de l'eau. Une sommité de l'eau. Voilà, donc voilà pour la partie externe. Donc composé à peu près, alors 5, ça tombe pas juste, mais à peu près par tiers entre des personnalités qualifiées, des personnalités issues du monde de l'entreprise et plutôt sur nos territoires, et de personnalités issues du monde associatif. Et pour les 4 autres, ce que je qualifie d'internes, on a voulu 2 collèges. Un collège issu de notre mouvement et donc des administrateurs. Compte tenu de notre forme coopérative, il nous paraissait essentiel et indispensable d'incorporer des administrateurs, mais qui ne soient pas forcément des administrateurs de Crédit Mutuel Arkea, enfin de la société Crédit Mutuel Arkea, mais qui soient plutôt des coopérateurs, donc des personnes issues des caisses locales. Et on a lancé un appel à candidature parmi nos 324 présidents de caisses locales pour leur dire, voilà, est-ce que ça vous intéresse de venir rejoindre ce comité de mission? Et on a eu 25 candidatures qu'on a étudiées, que le comité des nominations du groupe, émanation de notre conseil d'administration, a étudié pour en retenir 2. Et on a fait la même chose pour le collaborateur. Alors, il y a 2 collaborateurs, mais
pour le collaborateur choisi pour le comité de mission, on a fait la même chose. On a fait un appel à candidature parmi les 11 500 collaborateurs du groupe. On leur dit voilà, est-ce que ça vous intéresse de venir rejoindre ce comité de mission et de venir faire porter la voix des salariés au sein de ce comité de mission? On a reçu 100 candidatures, ce qui est quand même pas mal sur 11 500 collaborateurs. Alors, ça, c'est la première intention, enfin, on va dire sans déclaration d'intérêt. Et on a reçu ensuite une trentaine de dossiers incroyables. Des dossiers, enfin des vidéos, des PowerPoint, des dessins, des choses incroyables. Oui, un vrai engagement de disant « je veux participer ardemment à ce comité de mission ». Et je pense que pour certains, ils en ont fait plus que dans un entretien de recrutement. Donc voilà, il y a une vraie vocation qui est née de ça. Et donc on a choisi une collaboratrice, en l'occurrence Hélène Lamy, pour rejoindre le comité de mission. Et le 9e, qui est le rôle de responsable de la mission. Là aussi, il faut un responsable de la mission, qui a un peu un rôle de rouage ou de courroie de transmission entre ce comité de mission qui un peu externe, qu'il faut alimenter et venir nourrir, et le monde de l'entreprise. Et on a désigné Maëva Bourrel, qui est en responsabilité de la finance durable chez nous, et qui assure qui est la 9e, avec ce statut de responsable de la mission, et donc ce rôle un petit peu particulier. Voilà. Pour la composition, une composition extrêmement panachée, à peu près équilibrée entre externe et interne. Et si je devais définir finalement le cahier des charges qui a été fixé à ce comité de mission, alors il y a le cahier des charges, je dirais, légal, mais au-delà de ça, ce qu'on a voulu en faire, c'est un challenger bienveillant. Les deux mots comptent, hein. Parce que quand même on s'expose, donc c'est mieux que ce soit bienveillant, mais challenger. Et je veux dire, et ça c'est un témoignage, les premières réunions de ce comité de mission montrent qu'on ne s'est pas trop trompé dans notre choix. Il est à la fois bienveillant, mais il est extrêmement challengeant. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur la société à mission, Hervé? C'est une question un peu d'ordre politique, mais quelle est la part de la relation entre Crédit Mutuel Arkea et Crédit Mutuel Centre-Est Europe pour la création du statut de société d'émission de Crédit Mutuel Arkea? Alors, ce sont deux démarches qui ont été menées en parallèle et sans aucun échange. En fait, donc effectivement, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui regroupe 14 fédérations de crédit mutuel plutôt sur la partie est du territoire, a fait le choix également de passer de l'entreprise à mission. Ces deux démarches qui ont été conduites en parallèle, sans point d'adhérence ou de partage entre nous, si ce n'est, c'est que nos statuts doivent être validés. Toute réforme statutaire d'un groupe de crédit mutuel doit être validée par la Confédération nationale de crédit mutuel, et que ça a été le cas pour les deux groupes régionaux. Et finalement, ça a été l'occasion de dire aux autres ce qu'on faisait, enfin, et réciproquement. Mais sinon, il n'y a pas eu de lien dans les deux démarches. Et il se fait que, du fait en gros, il y a 18 fédérations de crédit mutuel en France. Il y en a 16 qui ont adopté ce statut d'entreprise à mission, mais dans deux dispositions qui sont différentes, avec des raisons d'être qui ne sont pas les mêmes, qui sont spécifiques à chacun des groupes. Pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste deux questions. Dans l'organisation de votre comité, a-t-il été envisagé qu'un administrateur puisse en être partie prenante? Un administrateur de société puisse être également dans le comité. Alors ça, on l'a plutôt exclu. Mais on a fait le choix d'avoir des administrateurs qui soient plutôt les représentants des caisses locales. Et c'est pour ça qu'on a fait le casting au niveau des présidents de caisses locaux, en considérant qu'un administrateur de Crédit Mutuel Arkea, d'ailleurs ça peut nous amener à une autre question, c'est quelle est la place de la société
par rapport à la place du groupe dans ce statut d'entreprise à mission. Mais on a fait le choix plutôt de dire non, les administrateurs de Crédit Mutuel Arkea, ils sont dans une instance de gouvernance qui est propre, et organisons plutôt la relation finalement et positionnons bien les rôles respectifs de ce comité de mission par rapport au conseil d'administration, mais on a plutôt opté pour une dissociation à ce niveau-là des membres. On s'est posé la question, oui. Mais... Le Montchamp, on le voit derrière. Comment est-ce que vous avez organisé la possibilité de faire évoluer votre statut d'entreprise à mission et votre mission? Comment vous feriez? La mission dans le temps. Alors je dirais que l'évolution de la mission dans le temps dépend vraiment des composantes qu'on adresse. On l'a représenté d'ailleurs, on avait besoin de pédagogie pour expliquer à nos salariés, à nos administrateurs, ce qu'était l'entreprise à mission. Et donc on l'a représenté sous forme de pyramide, avec un socle de la pyramide qui est la raison d'être. Voilà, la raison d'être. Et je dirais à chaque étage de la pyramide, on a associé une temporalité. On a considéré que notre raison d'être, elle était intangible. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra jamais dans l'histoire y toucher, mais ça veut dire qu'on a un horizon de temps qui est relativement important, on va dire, je sais pas, 15, 20, 30 ans, j'en sais rien en fait, mais un horizon de temps qui est assez long. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer une virgule, qu'on ne peut rien y bouger, mais quand même, on est sur quelque chose de profond, de réfléchi, et puis qui correspond tellement à l'ADN de l'entreprise que normalement, si on a bien fait le travail, il n'y a pas tellement de raison d'y toucher, si ce n'est apporter quelques éléments de modernité. Ensuite, on a un deuxième étage qui sont les engagements et la traduction finalement, ou la lecture qu'on peut faire de cette raison d'être. Alors là aussi, on est sur quelque chose qui est un petit peu figé, mais moins figé. C'est sans doute un horizon de temps à 5, 10, 15 ans. Là non plus, j'ai pas les métriques, mais c'est des choses qui sont quand même, qui ont un caractère un peu immuable, moins immuable que la raison d'être, mais qui sont quand même assez figés. Et on se dit que ces engagements, voilà, ils ont une vocation, une durée de vie à peu près de, on va dire, entre 10 et 20 ans. Et puis, au sommet de la pyramide, on a la feuille de route. Et là, la feuille de route, c'est la déclinaison. Alors, si on procède de manière progressive, hein, on a la raison d'être qui donne les engagements, qui donne la feuille de route de l'entreprise à mission. Et ça, la feuille de route de l'entreprise à mission, on va dire que c'est 3-4 ans. Et 3-4 ans, ou 3 ou 5 ans, enfin, on n'est pas une année près, et c'est à peu près l'horizon temporel d'un plan stratégique. Et en fait, dans la présentation qu'on a faite, ensuite, pour la déclinaison dans l'entreprise, pour expliquer quel peut être le rôle de chacun dans la réalisation de la mission, eh bien, on renverse la pyramide. Et il y a un petit twist à opérer, et finalement, la feuille de route et plan stratégique doivent être alignés. Alors, ce n'est pas exactement la même chose, un plan stratégique et une feuille de route de l'entreprise à mission, mais ils doivent être parfaitement cohérents. Et c'est en ça qu'on peut faire bouger finalement la mission, on peut la faire bouger dans le cadre d'un plan stratégique, et là on est sur un horizon de 3-4 ans, on peut la faire bouger, mais c'est quand même un peu plus compliqué au niveau des engagements, et on la fait quasiment jamais bouger au niveau de la raison d'être. Je me permets de compléter les propos de Cédric, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup, on est au quotidien auprès des entreprises, justement. Déjà, pour répondre à votre première question, un certain nombre d'entreprises font le choix d'intégrer dans leur comité de mission un administrateur, justement pour faire le lien entre comité de mission et conseil d'administration. Ça arrive très fréquemment, mais un. Et concernant les modifications statutaires a posteriori, c'est en train d'arriver. C'est plutôt une bonne nouvelle, me semble-t-il, notamment auprès des entreprises qui ont eu 1 ou 2 ans d'existence de la mission et qui sont allées au démarrage, parce que c'est une innovation juridique qui date de mai 2019, décret d'application janvier 2020, donc c'est quand même pas loin. Et donc du coup, les premières entreprises y sont allées plutôt par intuition, conviction, mais n'avaient pas vraiment de repères. Et donc on fait des missions statutaires, donc raison d'être et objectifs, qui soit sont trop larges, soit sont trop RSE.
et pas assez focus, activité, transformation, etc. Et on voit que les comités de mission, dans leur rôle de challenger bienveillant, les ont poussés à réinterroger ces objectifs de mission. Déjà en repartant par le bas, donc indicateurs, après on remonte, objectifs opérationnels, après on remonte, objectifs statutaires. Et un certain nombre de sociétés à mission qui étaient parmi les premières sont en train de enfin, il y en a certains qui l'ont fait, d'autres qui sont en train de le faire, d'opérer des changements statutaires pour être plus justement alignés et vraiment qu'il y a une vraie résonance opérationnelle. Et donc qui change les raisons d'être et qui change les objectifs statutaires aujourd'hui pour les rendre beaucoup plus cœur d'activité et beaucoup moins spectre large et beaucoup moins généraliste. Voilà. Et donc ça, on le voit, et on va le voir dans les mois et années à venir, parce que ça s'opère après. C'est aussi le travail. Ça veut dire c'est la bonne santé du comité de mission aussi, et aussi de l'organisme tiers indépendant qui fait des retours à l'entreprise en disant attention, votre objectif 4 ou 5, on n'est pas dans un objectif de mission. Compenser en plantant des arbres ou donner à une fondation, ce n'est pas cœur d'activité, ça n'a rien à faire dans une mission. Tout ce qui est égalité homme-femme, etc., c'est très bien, ça n'a rien à faire dans une mission, c'est obligatoire pour tous. C'est pas différenciant. Donc voilà, comment à la fois ce rôle de contrôle, entre guillemets, du comité de mission et de l'OTI on est en train d'affiner le concept et d'affiner la réalité de la mission au sein des entreprises. C'est sûrement une bonne chose parce que, je veux dire, pour le pas que constitue la démarche de passer en entreprise à mission peut être un peu effrayant, il peut être un peu, et on peut se dire on est condamné finalement à un moment à demeurer dans ce cadre, et donc ce pas devient de plus en plus effrayant à prendre. Cette faculté, je pense que c'est très important de le rappeler, de possibilité d'évolution, de cadrage, de recadrage, on peut voilà, de test and learn, est très important. Et ça aussi dans des grandes entreprises, je pense notamment à un groupe d'EHPAD qui s'appelle Colisée, qui a modifié ses statuts justement parce que pour les rendre beaucoup plus focus sur leur activité. Voilà. Et c'est pas grave, c'est une preuve d'humilité, on avance, c'est itératif et c'est très bien comme ça. Alors, comment on va croiser tout ça avec le renforcement des exigences RSE? Parce que j'aime beaucoup ce que vous dites, Anne, sur la mission, c'est pas du tout les engagements RSE, mais en même temps, on voit bien une montée en puissance très très forte des engagements RSE qui doivent, dans la future directive vigilance, intégrer le cœur de la stratégie. Et donc, dans la stratégie de l'entreprise, il va falloir à la fois respecter la mission et à la fois intégrer pleinement et réellement, enfin on l'espère, des engagements RSE. Ça permet de limiter avoir des engagements RSE et une mission, ça s'imbrique bien et ça permet d'éviter les trous dans la raquette. Voilà, c'est vraiment ça. Et donc là, ça permet effectivement une meilleure protection de l'entreprise. Pauline, j'ai envie de te demander, c'est une question qui m'est venue en vous écoutant, Cédric. Lorsque le juge va être amené à apprécier le comportement de l'entreprise pour savoir si elle est droite dans ses bottes sur la vigilance, est-ce qu'on peut imaginer que le fait que ce soit une entreprise à mission et donc qu'elle ait pris des engagements supérieurs et qu'elle ait montré une volonté ferme d'aller plus loin que ses camarades, est-ce qu'on pourrait imaginer que ça influe l'appréciation du juge et qu'éventuellement il soit plus exigeant dans l'appréciation de ce comportement? Alors, je pense à la loi vigilance, à la future directive européenne, et puis je pense évidemment au jugement Shell, que beaucoup ont en tête, sans doute mai 2021, où le juge néerlandais a apprécié le comportement de l'entreprise par rapport tout simplement à un standard de comportement, le droit de la responsabilité civile. Quel est le standard de comportement qu'on doit attendre? Et est-ce que finalement, alors nous, ça sera sur le fondement de la vigilance, mais est-ce que ce standard de comportement ne sera pas apprécié un peu plus durement si l'entreprise a clairement affiché et s'est engagée à aller plus loin par cette transformation en société à mission? Oui, de toute façon, on s'entend.
peut-être que c'est allumé. Je crois que, en fait, on n'a même pas besoin d'aller aux Pays-Bas pour pouvoir trouver déjà ces signaux-là, c'est-à-dire la capacité pour le juge, à l'occasion d'un recours en responsabilité civile, avec peut-être au début une infraction pénale, mais là on est sur le volet civil après, sa possibilité d'apprécier la faute de l'entreprise, l'écart de conduite. En droit français, la faute, c'est un écart de conduite. On a une définition extrêmement large d'apprécier l'écart de conduite ou la faute au regard des engagements que l'entreprise s'est elle-même donnés, les engagements qu'elle a elle-même pris. Et en fait, c'est ce qu'a déjà fait la Cour de cassation, la chambre criminelle de la Cour de cassation approuvant pour ça la Cour d'appel de Paris dans l'affaire Erika, qui est une affaire bien connue parce que c'est notamment une affaire qui consacre le préjudice écologique, la réparation du préjudice écologique avant que cette réparation soit prévue dans la loi. Mais ce qui est intéressant, c'est que la faute de la société mère Total a été appréciée au regard d'un plan de vetting qu'elle avait pris. Alors tout à l'heure, je parlais de navigation maritime. J'y connais pas grand-chose, mais en tout cas, dans le domaine maritime, les entreprises du transport maritime adoptent des plans de vetting qui sont des plans de gestion des risques des navires auxquels elles font appel pour transporter leurs marchandises. C'est vraiment un document interne de gestion des risques. Ça rappelle quand même un plan de vigilance. Un plan de vigilance, c'est un plan qui gère aussi les risques d'atteinte aux droits humains. Et la Cour, le juge, en appel, confirmé en cassation, a vu qu'en fait, Total n'avait pas elle-même respecté son propre plan de vetting. Il avait fait appel à une société, un bateau poubelle immatriculé aux Bahamas. Et ça a été déterminant pour pouvoir caractériser la faute. Une faute de témérité, je trouvais ça tellement beau. Exactement, une faute de témérité. Je voudrais juste préciser, parce que je connais bien le dossier, effectivement, il y avait une erreur de fait, c'est-à-dire qu'au moment où le bateau avait été accepté, il était dans le plan de vetting, mais il y avait une date limite qui était antérieure à la date de chargement, de quelques jours. Donc la faute, elle était là. Mais je vous laisse la responsabilité de l'appréciation sur le bateau poubelle, parce que ça n'avait rien à voir. Donc voilà, c'est le point de détail. Bon, en tout cas pour l'appréciation de la faute. Donc oui, bien sûr, il peut y avoir cette... et on peut même envisager, là j'ai en tête un autre arrêt qui est aussi un arrêt de la Cour d'appel de Paris, mais qui est plus en matière de droit des affaires, en matière de gouvernance d'entreprise, où la Cour a retenu la faute d'un dirigeant. Là, c'était une action qui était intentée par un actionnaire qui reprochait au dirigeant d'avoir refusé d'inscrire à l'ordre du jour une question qu'il voulait poser à l'occasion de l'Assemblée des actionnaires. Et le dirigeant n'avait pas inscrit cette question. Et donc, il lui reproche une faute. Donc, il y a un article du Code de commerce qui prévoit que, normalement, le dirigeant doit inscrire cette question de l'actionnaire. Il lui reproche cette faute. Et la Cour d'appel de Paris, c'est un arrêt de 2013, va apprécier... Il n'y avait pas d'engagement, la société n'avait pris aucun engagement. Donc, on est en dehors d'un engagement ou d'une mission. Et le juge... qui va apprécier ce comportement raisonnable par rapport à une personne raisonnablement prudente, placée dans une même situation, vous savez, ce bon père de famille ou cette bonne entreprise, voilà, eh bien, à considérer que, il y avait un engagement maintenant, les normes de soft law avaient évolué, a pris en compte la soft law et a pris en compte ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable. Vous parliez de finance durable tout à l'heure, qui avait maintenant aussi un activisme actionnarial qui faisait qu'on devait une démocratie actionnariale, ce qui est pas vrai, qui faisait qu'on devait véritablement associer les actionnaires et à utiliser des normes de soft law pour apprécier la faute du dirigeant. Donc en fait, on n'a même pas besoin d'avoir pris des engagements. Il suffit que collectivement, tout le monde évolue pour considérer que le standard de l'entreprise responsable, il est maintenant à ce niveau-là. Il n'est plus à ce niveau-là.
Est-ce que ce sont des réflexions que vous avez en interne, Cédric, et puis Yann, peut-être, sur comment est-ce qu'à un horizon assez rapide, finalement, il va falloir croiser vigilance et mission? Alors, je dirais que les deux choses, effectivement, se répondent l'une à l'autre, mais avec des champs qui sont quand même assez différents. C'est-à-dire que, devoir de vigilance, on est sur une exigence de conformité. Et donc, comme tout établissement, on a un devoir de conformité par rapport à ce devoir de vigilance. Ça peut être aussi dans le cadre de la déclaration de performance extra-financière. Enfin, je pourrais multiplier les exemples qui sont finalement des notions de mise en conformité. Je crois que l'entreprise à mission, elle va plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est un engagement qui dépasse cette exigence de conformité. Alors, effectivement, d'un point de vue organisationnel, on fait que les choses cohabitent, se correspondent, se parlent et contribuent finalement l'une à l'autre. C'est notamment pour ça qu'on dans notre choix de l'ETI, on a retenu l'ETI qui certifie également notre déclaration de performance extra-financière, parce qu'on se disait qu'il y avait vraiment un intérêt à ce que ce soit les mêmes auditeurs qui finalement observent une partie de la matière de l'entreprise à mission au travers de cette déclaration de performance extra-financière. Donc, je ne veux pas opposer les choses, mais simplement dire qu'on n'est pas tout à fait sous les mêmes angles et sous les mêmes traductions. Une vraie traduction organisationnelle de production de data, de production de dispositifs, de règles, de notes internes, qui sont, je dirais, l'adhésion ou qui sont une réponse à un dispositif de conformité, et puis cette mission qui a quand même une vocation un petit peu plus large. D'ailleurs, ce qui est assez frappant, on est devenu entreprise à mission le 10 mai 2022. Le 11 mai 2022, je n'ai pas entendu une phrase qui ne commençait pas par « maintenant qu'on est entreprise à mission » dans les collaborateurs. Alors, il cohabitait, je dirais, de manière naturelle avec des sujets RSE, avec ce devoir de vigilance, avec beaucoup d'actions qui contribuent à la mission. Mais le 11 mai 2022, toutes les phrases commençaient par « maintenant qu'on est entreprise à mission ». Et cette exigence nouvelle, ça fait un peu moins d'un an qu'on la vit, elle perdure. Et elle modifie profondément l'activité ou la façon de procéder de l'ensemble des acteurs, et principalement les collaborateurs, avec un sens aigu, c'est maintenant qu'on est devenu entreprise à mission. Et j'ai jamais entendu un collaborateur dire maintenant qu'on est soumis au devoir de vigilance, par exemple. Mais voilà. Non, je voulais réagir sur ce sujet parce qu'il me paraît effectivement très important et au cœur un peu du débat d'aujourd'hui, c'est que je suis assez d'accord que tout ne se recoupe pas entre engagement RSE et obligations RSE et mission. En revanche, ça me fait penser à ton point, Cédric, sur la différence entre l'entraînement et la compétition. Je pense que l'entreprise à mission, c'est effectivement une compétitrice de toute cette sphère RSE et que toutes les autres, et tu le disais aussi Pauline, on est en train les engagements de soft law il y a un durcissement de la RSE qui se produit. Les standards, tu viens de le dire, c'est vertigineux quand même ce que tu viens de dire sur le fait que aujourd'hui le juge va pouvoir se saisir de standards complètement, je dirais, ex nihilo, et les appliquer au comportement de l'entreprise ou de ses dirigeants. Il a toujours utilisé des standards. J'entends. Ce que je veux dire, c'est que là, il va les appliquer à ce domaine qui est très vaste, qui est en plus très, je dirais, très médiatique, très fort, très prenant, très engageant. Et de ce fait, le fait d'être entreprise à mission, c'est être un compétiteur dans ce domaine-là. Et un compétiteur, il est, je pense, mieux équipé que celui qui est en simple entraînement du mardi soir, voilà, une fois par semaine. En tout cas, pardon, mais je sais que ça n'empêche pas les ONG ou toute personne qui peut se saisir de la loi sur le devoir de vigilance de porter des actions contre des sociétés à mission, puisque je crois que Yves Rocher, qui est une société à mission, a été assigné devant le tribunal judiciaire de Paris en lien avec son devoir de vigilance. Donc sur une histoire de droits syndicaux en Turquie. Oui, juste, moi, Cédric, je nuancerais quand même, je nuancerais vraiment vos propos parce que la vigilance est elle aussi en train d'apprendre à marcher en marchant. Et moi, je réfute complètement cette vision de la vigilance comme étant quelque chose d'une
conformité. Et je crois que si on appréhende la vigilance comme de la conformité, on la tue avant même qu'elle naisse. Et que, alors je sais bien que dans votre sens, il y aurait éventuellement l'ordonnance du 28 février dernier là, dans l'affaire Total, où le juge nous a dit... je ne sais pas ce que c'est que cette obligation de vigilance, et dans la loi, j'ai rien, et dans le décret, il n'y a pas de décret, je ne sais pas ce que c'est. Non, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Dans l'exposé des motifs de vigilance, il y a la référence au principe de l'OCDE, au principe des Nations Unies, entreprises et droits humains. Et puis, justement, moi, je vois la vigilance comme un champ du possible et un forum entre la société civile et les entreprises pour savoir qu'est-ce qu'aujourd'hui on attend des entreprises. Et le fait que Danone, société à mission, ait été assignée sur la question du plastique. Moi, je travaille beaucoup sur les sujets de santé-environnement. Le sujet du plastique, c'est un sujet majeur pour nous, pour les générations futures, pour la biodiversité. Et que des ONG viennent challenger, alors peut-être pas de façon bienveillante, et ça on pourrait effectivement le regretter, mais que Danone soit challengé sur sa stratégie plastique et sa trajectoire plastique, et qu'on vienne lui dire c'est vraiment un sujet majeur et aller vraiment très loin dans votre démarche sur le sujet. Et je ne pense pas que Dominique Potier, quand il a œuvré pour la rédaction de la loi, avait en tête la question du plastique. Mais justement, cette souplesse, cette plasticité de la vigilance, qui n'est absolument pas de la conformité, permet au fur et à mesure d'intégrer dans cette obligation les enjeux de demain en matière environnementale et sociale. On pourra en reparler d'autres fois. Mais... Avec plaisir. Et non, je voulais surtout pas porter de discrédit sur le devoir de vigilance. Non, mais c'est extrêmement important. Je dis simplement que c'est peut-être deux approches qui se complètent fortement, mais qui sont néanmoins un petit peu différentes. Et je pense qu'on était d'autant mieux préparés à devenir entreprise à mission qu'on était déjà engagé en matière de vigilance, qu'on était engagé en matière de finances durables, de transparence du point de vue de la performance extra-financière. Et c'est sans doute ce qui nous a d'ailleurs amené à cette bascule vers l'entreprise à mission. Donc voilà. Je vais être très, très rapide. En fait, que ce soit CSRD, devoir de vigilance, etc., on est sur des pratiques métiers responsables, la responsabilité des pratiques, vraiment. Quand dans la société à mission, on vient interroger la contribution positive de l'entreprise et son utilité à la société. Donc ça relève de champs un peu différents, qui sont complémentaires, mais qui ne peuvent pas vivre, en tout cas, l'un sans l'autre. Bien, merci à tous. En tout cas, ça veut dire que le débat doit continuer. Merci à tous. J'espère que vous avez trouvé les propos intéressants. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à cette matinée. Donc, merci infiniment de votre participation. Merci.